Yo tout le monde, on se retrouve pour l'exercice numéro 4 du concours Avenir 2022, exercice sur la mécanique avec un petit peu également de thermodynamique. Alors, rappelle-toi que le concours Avenir, le concours c'est 1 heure. Tu as 30 questions, plus éventuellement 6 questions supplémentaires, mais on va partir sur les 30 questions déjà, on va pas parler des questions bonus. Ça veut dire qu'en 1 heure, tu dois passer maximum 2 minutes par question. Tu n'as pas le droit à la calculatrice, il y a des feuilles de brouillon disponibles dans le sujet, tout ça c'est marqué. Toutes les informations utiles sont marquées en première page du sujet. Enfin du sujet du concours. Donc là, ils te le disent, hein, des feuilles de brouillon détachables sont disponibles au centre de ce sujet. Je dis ça et je l'ai marqué ici, je l'ai fait apparaître dans la vidéo parce que j'ai vu que certains se sont posé la question, j'ai vu passer ces questions sur mon serveur Discord. Donc oui, tu as droit à des feuilles de brouillon, elles sont dans le sujet, mais il faut que tu saches que tu dois passer 2 minutes par question. Donc c'est bien d'avoir un chronomètre, c'est bien d'avoir ta montre pour pouvoir te timer et être sûr d'être dans le timing, de bien respecter. Si tu peux passer moins de 2 minutes par question, évidemment, il faut le faire parce qu'il y a des choses qui se répondent assez vite et parce que tu as 6 questions bonus qui te permettent éventuellement de choper 18 points supplémentaires. C'est 3 points par bonne réponse. Attention, c'est moins 1 point par mauvaise réponse. Donc ça veut dire que tu peux choper 18 points supplémentaires. Et si tu as tout bon à toutes les questions, les 30 questions obligatoires plus les 6 questions bonus, tu chopes 108 points. Si je dis pas de conneries, 36, bah oui, 36 fois... ouais, 108, ouais, j'ai utilisé la calculatrice. Quel kéké. Alors du coup, t'as pas le droit à la calculatrice, on est d'accord? Et t'as des brouillons à l'intérieur du sujet. T'as droit à ton stylo, à une montre et à ta tête. Ok? Let's go. Exercice 4. Le sommet de la tour Eiffel sert aussi au lancement des feux. Donc moi déjà, je vais pas lire un énoncé comme ça, je vais le lire vraiment très vite en diagonale. Il faut faire de la lecture ultra rapide sur ce genre de situation parce que t'as pas le temps. Donc on regarde la situation, on reconnaît le schéma, le 0 il est là, le h c'est l'altitude de départ du projectile, donc ça correspond à ses coordonnées initiales, notre vecteur vitesse v0, donc tout ça ça va très vite hein, dans la tête, là je te le détaille, mais normalement ça va très très vite. Alors ensuite, on regarde à peine les informations, on voit juste que on a la masse, on a G, on a H, on a V0 et on nous a pris 10 mètres secondes moins 2 pour simplifier les calculs. D'accord? La masse, on remarque tout de suite que c'est en grammes, donc on sait qu'on devrait faire notre conversion et on peut le faire directement d'ailleurs. C'est-à-dire que dès que tu lis ça, si tu veux, tu peux marquer à côté 0,200 kg ou bien tu peux marquer 210-3 comme tu préfères. On a la hauteur en mètres, on a V0 20 mètres par seconde. Donc tout ça, c'est assez facile au niveau des calculs, ça va être simple parce qu'on a des nombres simples à manipuler. On a l'angle de tir, c'est 45 degrés, et on te rappelle le cos et le sinus de 45 degrés. Ok? L'unité de l'intensité du champ de pesanteur terrestre. Alors l'unité de G, tout de suite, il faut aller chercher mètres secondes moins 2. Faut pas que tu hésites là-dessus, G c'est une accélération. Faut pas du tout que tu hésites. Si jamais on t'avait donné l'autre unité, parce qu'il existe une autre unité, quand tu veux retrouver l'autre unité de G, il suffit que tu te rappelles la chose suivante. P égale M fois G. Ça, tu connais, ce qui signifie que G égale P sur M. Normalement, tu connais aussi. P, c'est en newton, M, c'est en kilogrammes. Donc, ça veut dire que G, tu peux l'avoir également, tu peux l'exprimer également en newton par kilogramme. On aurait très bien pu te proposer newton par kilogramme quelque part ici et ne pas te proposer mètre seconde moins 2. S'ils avaient fait ça, il aurait fallu que tu saches faire ça dans ta tête. Ok? Analyse dimensionnelle, ça te sauve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, là, il se trouve qu'il te proposait mètre seconde moins 2, on donne mètre seconde moins 2 directement. Les coordonnées de la position du projectile lors de sa chute. Donc, on est sur un mouvement 2D. On est avec un mouvement 2D dans le repère OXZ. Ça veut dire que Y est constant. Donc déjà, toutes les situations où tu vas voir un Y variable, tu les dégages. Donc je dégage la proposition B. Je dégage parce que Y, t'as vu, Y égale moins 5t carré plus blablabla. Ça m'intéresse pas. Y est constant. Et je dégage également la situation C parce que Y égale 10 racine de 2 fois t. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui me reste ici, et puis il y a également le fait que, bon, comment est-ce qu'on sait aussi qu'on dégage la C? Bah parce que regarde, la C, x égale 0. Ils te disent que x est toujours égal à 0. Impossible. Le projectile, il va se déplacer comme ça, x va varier. Donc on sait aussi que ça dégage à cause de ça. Là, pour la B, ils te disent z égale 0. Impossible, parce que notre z va forcément varier au cours du mouvement parabolique. Donc on sait qu'on dégage la B et la D. Et la B et la B et la C, pardon. Et ensuite, pour ce qui est de savoir qu'est-ce qu'on choisit entre A et D, là tu regardes par rapport à Y. Tu as vu ici, pour la A, ils te disent Y égale 0. Pour la D... Ah non, attends, pas forcément. Non, non, je dis n'importe quoi. C'est pas Y qu'il faut regarder. Donc le X, c'est le même. Le Y, on peut avoir 0 ou 330, mais ça, il n'y a pas moyen de savoir, pardon. Et le Z, c'est le Z qu'on regarde. Le Z, tu as une expression donc, du second degré avec déjà deux choses. La première, c'est un coefficient de Venthet au carré qui est négatif.
Donc ça veut dire que tu vas avoir une parabole inversée, ce qui correspond à un mouvement de ce type-là, et normalement ça tu le sais avec tous les cours de méca que tu as fait en terminale. La deuxième chose, c'est que tu as z à t égale 0 qui vaut 330, qui correspond effectivement à notre situation parce que z à t égale 0 vaut 330, l'altitude de départ. Alors que ici z à t égale 0 serait égal à 0, ce qui ne correspond en rien à notre situation de départ. Donc ça veut dire que tu peux dégager la réponse D et être certain que c'est la réponse A. Et tout ceci, je le répète, ça se fait en moins de 2 minutes. Même si moi, je prends du temps à te l'expliquer, tout ça, ça va très vite. Le sommet de la trajectoire du projectile se situe à une altitude Z2. Alors le sommet de la trajectoire, ça, il faut prendre le brouillon. Enfin, moi, je prendrai le brouillon. Il faut éliminer déjà ce qui va être évident à éliminer. Par exemple, A égale 330 mètres. Non, parce que 330 mètres, c'est l'altitude de départ. Donc je suis forcément avec une altitude plus grande que 330 mètres au niveau de la flèche. Donc ça, en fait, la question 24, c'est on cherche la flèche. Voilà. Et là, si tu n'as pas la méthode, effectivement, tu vas te mettre à répondre au hasard, à faire une chance sur 3 si tu as éliminé le 330. Et c'est un peu dangereux. Donc il faut faire correctement la recherche de la flèche. Alors, au niveau de la flèche, je te réexplique rapidement. Au niveau du sommet, tu as un vecteur vitesse qui est horizontal. Ce vecteur vitesse, je vais l'appeler VS. Le vecteur VS est horizontal et ça veut dire que VS Z, la coordonnée suivant Z, elle est égale à 0. VS Z, comment je fais pour avoir la vitesse suivant Z? Eh bien, je vais prendre l'expression de ZT et je dérive. Ça me fait moins d'IT plus 10 racine de 2. Sachant que, effectivement, on a trouvé moins d'ITS, je vais l'appeler TS, plus 10 racine de 2. Effectivement, on a trouvé l'expression de Z avec la question précédente. Donc TS, ça me fait racine de 2 tout court. Ouais, TS, ça me fait racine de 2. Hop, TS égale racine de 2. Donc ça, c'est l'instant auquel j'atteins le sommet. Donc maintenant, si je veux savoir quelle est la valeur de Y qui correspond au sommet, donc YS qui correspond à la flèche, eh bien, je vais aller remplacer... Pardon, si je veux avoir YS, ZS, parce que Y, on a dit que c'était constant. Si je veux avoir ZS, je vais tout simplement aller remplacer T par racine de 2 partout ici. Donc T au carré, racine de 2 au carré, ça fait 2. Et moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Hop. Racine de 2 fois racine de 2, ça me fait 2. Et 10 fois 2, ça me fait 20. Donc plus 20. Et plus 330. Voilà. Donc 330 plus 20, moins 10, ça me fait 340. La réponse, c'est la réponse B. Ok? C'est comme ça qu'on procède. Après, encore une fois, ça doit aller super vite. L'énergie mécanique du projectile lors de sa chute est 740 kJ, 700 kJ. Donc en fait, on a le choix entre 700 et 40, mais joule ou kilojoules. Donc l'énergie mécanique du projectile lors de sa chute. On nous a dit quelque part qu'on voilà, on néglige toutes les interactions avec l'air. Ça veut dire que l'énergie mécanique, donc ça, je vais aller le chercher dans l'information tout à l'heure. Je te dis que je lis en diagonale, oui, mais dès que j'ai besoin d'aller savoir si on m'a donné une information ou pas, je vais rechercher correctement. Par exemple, là, si on parle d'énergie mécanique, je vais tout de suite et systématiquement aller regarder et vérifier si quelque part on m'a dit que les frottements étaient négligés. Ce qui est très 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 probablement le cas. Donc là, je vois effectivement, on néglige toutes les interactions avec l'air, donc je sais que l'énergie mécanique est conservée. Ça veut dire que l'énergie mécanique du projectile, elle est égale à l'énergie mécanique initiale. Et l'énergie mécanique initiale, c'est 1 demi mv0 carré plus mgz0. Ok, l'altitude initiale. Et après, on fait le calcul. Donc, m, on le remplace par 0,2. Donc, ça me fait 0,5 fois 0,2 fois v0, on nous a dit 20, 20 au carré, plus, alors on n'a pas droit à la calculette, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. 0,2 fois 10 fois, et donc l'autre c'est 330. C'est h. Donc là, tu peux très bien factoriser par 0,2. Comme ça, tu fais un calcul avec 0,2 à la fin. 20 au carré, bon, il faut savoir que ça fait 400. 400 divisé par 2, parce que x 0,5 c'est divisé par 2. 400 divisé par 2, ça fait 200. Ensuite, 10 fois 330, ça me fait 3300. Hop, 3300 plus 200, ça me fait 3500. Donc ça me fait quoi? Ça me fait du coup 2 fois 3500 divisé par 10, parce que 0,2, je vais l'écrire 2 divisé par 10. Ok? Donc 3500 divisé par 10, déjà, ça dégage ici. Ça me fait 350. 350 fois 2, ça fait 700. Et on parle en joules, donc 700 joules. 700 joules, c'était la réponse A. Ok? Question 26. Question 26. Afin de mieux modéliser la trajectoire, il faudrait prendre en compte une force de frottement. Donc frottement fluide, F, collinaire et opposé à la vitesse. Donc là, il faut savoir traduire collinaire et opposé. Collinaire et opposé, c'est très simple. Ça veut dire que F égale moins V. C'est ça que ça veut dire, collinaire et opposé. D'accord? Opposé, ça veut dire machin égale moins truc.
Ok, je traduis littéralement. La vitesse, donc opposé à la vitesse. AT égale 0, les coordonnées de F sont. Donc AT égale 0, les coordonnées de F, AT égale 0, on a F égale moins V0. V0, si tu regardes le vecteur V0, d'après les projections qu'on va avoir V0x égale V0 cos alpha, et V0y. Ah non, pardon. Euh, ouais, faut faire gaffe parce que l'angle alpha il est ici, il n'est pas défini au bon endroit. Donc le V0x, ce sera V0 sin alpha, mais bon, ça va pas changer grand chose. Et le V0y, enfin le V0z, ce sera V0 cos alpha. Attention ici, hein, ils n'ont pas mis l'angle alpha au même endroit où toi tu as l'habitude, d'accord? Parce que toi, tu as l'habitude qu'il soit avec l'horizontale, l'angle alpha. Là, c'est pas le cas. Donc attention sur tes projections. Mais ça change rien parce que sin alpha, cos alpha, dans les deux cas, ça fait racine carrée de 2 sur 2, puisqu'on est avec l'angle pi sur 4. Donc ici, il n'y a pas de problème. Si tu avais mis pi sur 3, là, attention, tu peux clairement être mis en difficulté. Donc attention ici, je répète, fais gaffe à ta projection, parce que ici, on peut se planter très facilement. Il ne faut pas balancer les trucs qu'on a appris par cœur, genre, avec moi, c'est bien, il n'y a jamais de par cœur. Alors, f égale moins v. Ça me permet de dire un autre truc, c'est que la norme de f égale la norme de v. Pardon, la norme de f égale la norme de v, donc f égale v. F égale v, ce qui signifie que v, je vais pouvoir le remplacer par f. Tu m'as suivi? Donc v0, je vais pouvoir le remplacer par f. Et du coup, ça me fait quoi? Bah, ça me fait f, j'écris ici, hein, on fait comme si on était au brouillon. Ça me fait fx égale v0x, pardon, fx égale moins v0x égale moins V0 sin alpha égale moins F sin alpha. Et sin alpha, c'est racine carrée de 2 sur 2, donc ça me fait moins F racine de 2 sur 2. Voilà, ça c'est mon Fx et mon Fy. Bon, enfin mon Fz, punaise, je vais y arriver. C'est mon moins V0z, c'est-à-dire pareil, moins F racine de 2 sur 2. Donc en gros, la réponse, c'est celle où je vais avoir, et puis V0y, pardon, ça fait 0. Donc déjà, je pouvais éliminer clairement celle-là. Je pouvais éliminer clairement celle-là. Et après, je regarde entre la B et la D. La B, j'ai un fx positif, un fz négatif, donc ça ne me va pas. Et la D, j'ai fx négatif, fz négatif, ce qui correspond effectivement à ce que je devais trouver. Donc la réponse correcte, c'est la D. Ok? Encore une fois, je prends le temps de t'expliquer en allant vite quand même, mais en te montrant rapidement comment toi tu devrais faire au brouillon, parce que mon but ici c'est d'essayer de faire en situation réelle. Mais je suis obligé de t'expliquer un petit peu, parce que si je t'explique pas, si je te balance juste les réponses, la vidéo n'a aucun intérêt, tu peux regarder la correction papier. Alors la tour Eiffel sert également à recueillir la température de l'air à l'aide de capteurs. Un des capteurs détecte le flux thermique à travers une dalle. Donc résistance thermique de la paroi, ici on a avec un flux à travers une paroi. Ah oui, ça c'est important quand même. 10 millisecondes. Résistance thermique de la paroi, expression de la résistance thermique, ils sont gentils, on note E l'épaisseur, on connaît déjà. La résistance thermique s'exprime en, donc la résistance thermique, là il faut que tu saches que c'est des Kelvin par watt. Comment est-ce que tu peux retrouver en te souvenant de cette relation? Le flux thermique, c'est un delta température divisé par la résistance, ce qui équivaut à la résistance égale un delta température divisé par le flux. Le delta température, c'est quoi? C'est des Kelvin. Le flux, c'est quoi? C'est des watts, donc Kelvin par watt. Analyse dimensionnelle, ça nous sauve la mise encore une fois. L'énergie échangée à travers la paroi pendant les 10 millisecondes. Alors pour l'énergie échangée à travers la paroi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va aller utiliser, c'est l'énergie qu'on me demande, ok. Le flux, ah là, on a le flux, voilà. On étudie le cas où le capteur détecte un flux de 1 kW sur une période de 10 millisecondes. Pardon, donc j'avais pas vu le flux. Donc le flux, c'est évidemment énergie divisée par delta T. Donc ce qui correspond à dire que l'énergie, c'est le flux fois delta T. Donc j'ai la valeur du flux, j'ai la valeur de la durée. Donc je peux aller chercher l'énergie. Donc le flux, c'est 1 10 puissance 3. Je convertis en watts, bien sûr. La durée, c'est 10 moins 3. Je convertis en secondes, bien sûr. Je simplifie. Il me reste 10 joules. Donc réponse B. La différence de température détectée par le capteur entre les deux surfaces est alors de 5, 2, 0,5, 0,2 degrés C. Alors la différence de température, c'est mon delta T. Je vais reprendre la relation que j'ai ici, ou la relation que j'ai ici, peu importe. Le delta T, c'est égal à le flux multiplié par la résistance thermique. Le flux, on a dit que c'était 1 10 puissance 3. La résistance thermique, ils nous disent E sur lambda S, et ils nous la donnent en fait, pardon, 5 10 puissance moins 4.
fois 5, 10 puissance moins 4. Le delta température, que tu parles en Kelvin ou que tu parles en degrés Celsius, c'est la même chose. Un écart de température, c'est un écart en degrés, en Kelvin, peu importe. Donc, on va considérer que le résultat sera en degrés Celsius parce qu'on ne me propose que des degrés C. Et on va faire le calcul. Donc, 10 moins 3 fois 10 puissance 4, ça fait 10 moins 1. 5 fois 10 moins 1, ça fait 0,5. Donc, la réponse, c'est 0,5 degrés Celsius. Ok? Alors la dernière question, en utilisant un autre matériau pour la paroi en utilisant un autre matériau pour la paroi dont la conductivité est multipliée par 2. Donc en gros, je vais avoir lambda prime égale 2 fois lambda. Le flux détecté serait de... Ok, donc il faut calculer le flux phi prime. Donc phi prime, ce serait égal toujours à delta t divisé par divisé par la résistance thermique. Et la résistance thermique prime, ok? Parce que j'ai changé la valeur de lambda. Alors, je vais utiliser, là on fait un petit peu de calcul littéral. La résistance RTH, c'est E sur lambda prime fois S. D'accord? E sur lambda prime fois S. Il se trouve que lambda prime, on sait que c'est 2 fois lambda. Parce qu'on a doublé la conductivité par rapport à la situation précédente. Ok, la conductivité est multipliée par 2. Donc lambda prime égale 2 fois lambda. J'ai donc doublé lambda. Donc mon lambda prime, c'est 2 fois lambda. Et qu'est-ce que je retrouve ici? Je retrouve la résistance thermique de la première situation. De toute la situation qui correspond aux questions 27 à 29. Ce qui signifie que j'ai delta T sur 1,5 multiplié par la résistance thermique. Mon 1,5, il va passer au numérateur. Ça va me faire un 2 fois delta T sur la résistance thermique. Et qu'est-ce que je retrouve ici? Eh bien, je retrouve le flux thermique des situations 27, 28, 29, des questions précédentes. Donc en fait, mon flux thermique est multiplié par 2. Quand je multiplie par 2 la conductivité, je multiplie par 2 le flux. Et le flux, donc c'est le flux de 1 kW, 2 fois 1, ça fait 2 kW. Propose pas 2 kW? C'est quoi ce bazar? La réponse, c'est 2 kW. Il y a un problème peut-être sur les questions? Est-ce que quelqu'un a fait ces questions 30 là? Je sais pas. Là par contre, je sais pas. Pour moi, c'est 2 kW. Si quelqu'un a fait la question 30 et a retrouvé autre chose que 2 kW, je veux bien avoir le raisonnement parce que pour moi, c'est 2 fois phi et phi, c'est 1 kW. Donc, c'est bizarre ça. Bon, je vais aller voir la correction pour voir ce qu'il dit sur la correction. Ok, allez, on va considérer que c'est un BINS dénoncé. J'espère que c'est le cas, mais en tout cas, moi je pense que mon raisonnement il est correct. Donc j'ai pas trop de doute là-dessus. J'irai voir la correction quand même pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que on peut avoir des coquilles dans les énoncés? Bah, si effectivement ici c'est bien 2 kW, oui, la réponse est on peut avoir des coquilles dans l'énoncé. Et dans ce cas-là, je pense, après je suis pas dans les petits papiers, mais je pense que sur des questions où il y a un problème d'énoncé, ils annulent la question. Donc du coup, ça revient à faire que personne n'est évalué sur cette question. À mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des choses, etc., etc. Si c'est le cas, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne ou de transmettre cette chaîne tout autour de toi, à tes contacts notamment en première, parce que ça leur sera très très utile. Merci à toi. Je te dis bon courage, travaille bien, motive-toi bien, reste bien discipliné. À très bientôt. Ciao.